bonjour à tous. Très contente du coup de vous présenter mes travaux de thèse sur la modélisation de la fréquence des cyberattaques à l'aide des processus de Hawks. Donc moi je suis ingénieure télécom, je suis actuaire membre associé donc de l'Institut des actuaires et actuellement je suis consultante chez Milliman et aussi doctorante au CREST à l'INSAE. Cette thèse a été sous la direction d'Alexandre Boumezoued, principal chez Milliman R&D, et Caroline Hilleret, ici présente, professeure à l'INSAE. Donc, je vais d'abord commencer par vous donner quelques éléments de contexte et qu'est-ce qui a vraiment motivé notre recherche et qu'est-ce qui a fait que l'on s'est intéressé donc à ces éléments. Donc, je pense que vous avez un peu quelques éléments de début de réponse avec la présentation de thèse de Sébastien. Mais là, ce dont je vais vous parler, c'est quelques exemples d'incidents cyber qui sont donc c'est pas que des attaques informatiques, mais c'est aussi il y en a une troisième, c'est vraiment juste un incident. Et ce qu'on remarque, c'est que dans ces trois incidents, on a une composante de contagiosité qui est très forte, mais d'une manière un peu différente. Donc c'est vraiment de l'hétérogénéité dans cette contagiosité que l'on observe. Donc dans le premier cas, WannaCry, donc c'est un ransomware en 2017, donc maintenant ça date un peu. C'était donc une attaque qui a exploité une vulnérabilité informatique, et on a plein des vulnérabilités informatiques qui sont disponibles sur Internet, comme on utilise de plus en plus des outils numériques de plus en plus présents. Donc ça, c'est vraiment la première attaque WannaCry qui a exploité une vulnérabilité commune à pas mal d'ordinateurs Windows. Et le fait que cette vulnérabilité soit commune à plein d'ordinateurs, ça fait que les ordinateurs connectés au même réseau aient été contaminés par l'attaque en question. Donc ça, c'est vraiment une attaque cyber contagieuse en elle-même. Donc c'était quand même assez intéressant dans ce type de contagiosité. La deuxième attaque que je vais vous présenter, c'est plutôt donc une attaque dont les conséquences ont été contagieuses et pas l'attaque en elle-même. Alors Colonial Pipeline, donc en juillet 2021, je pense que vous en avez un peu entendu parler, c'est donc une entreprise qui est responsable du transport des produits pétroliers raffinés. Donc 45% du pétrole consommé dans la côte Est aux États-Unis, c'est Colonial Pipeline. Ils ont été attaqués par un ransomware, donc c'est le même type d'attaque que la première attaque dont je vous ai parlé. Et le fait qu'ils aient subi cette attaque, ils ont décidé d'arrêter vraiment tous les pipelines, enfin vraiment toute leur infrastructure physique pour transporter donc du pétrole aux consommateurs. Et ça a fait que, comme c'est un secteur vital, c'est le secteur énergie, du coup, plein d'entreprises ont été arrêtées dans leur fonctionnement. Et troisième incident informatique, donc CrowdStrike. Donc Sébastien en a parlé tout à l'heure comme étant un acteur leader de la cybersécurité, et c'est quand même un fournisseur de logiciels qui est très intéressant et très présent donc en matière de cybersécurité. Et bien, quand tout le monde utilise le même fournisseur de solutions en cybersécurité, quand ce fournisseur a une panne, quand il a vraiment un problème, eh bien, tous les utilisateurs de ce même fournisseur se retrouvent confrontés à ce problème. Donc, pour vraiment faire très bref sur l'histoire en question, CrowdStrike, ils ont mis en ligne donc une mise à jour qui concerne plusieurs utilisateurs. Il y a eu un bug de cette mise à jour et ça a fait que plusieurs utilisateurs se sont retrouvés bloqués. On a des images donc en juillet 2024 de personnes bloquées à l'aéroport qui avaient on n'arrivait plus à imprimer les cartes d'embarquement parce que on s'est retrouvé à écrire donc des cartes d'embarquement à la main. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un risque qui est vraiment très particulier. Donc Sébastien, on a bien expliqué les enjeux. Et dans l'assurance, donc nous, autant qu'acteurs, donc voilà, on va se retrouver avec des couvertures qui concernent à la fois donc les dommages qui sont directement subis par l'assuré. Donc ça concerne à la fois la perte d'exploitation ou des dommages aux biens matériels. Ça concerne aussi donc des responsabilités ceux pour lesquels donc l'assuré peut être tenu responsable, et aussi des frais supplémentaires. Mais ce qu'il faut noter, c'est comme c'est un risque qui est vraiment particulier, qui a vraiment cet effet de contagiosité, le fait que le risque est systémique et assez concentré, nous, on a besoin d'outils mathématiques pour pouvoir quantifier tout cela et pour pouvoir vraiment modéliser dynamiquement ce qui se passe au niveau de ces attaques. Et donc au niveau de la compagnie d'assurance, on aimerait permettre une tarification et une gestion des risques plus fiable. Donc l'objectif de ma thèse, c'était vraiment de proposer des outils mathématiques pour pouvoir modéliser
donc cette fréquence d'attaque informatique. Donc on s'intéresse ici vraiment sur la composante fréquence et je vais beaucoup parler des processus de Hawkes. Sébastien vous en a parlé tout à l'heure, mais donc la particularité ici, c'est que on va regarder donc sur plusieurs dimensions cette surfréquence qu'on regarde, qu'on modélise sur les attaques informatiques, c'est qu'on va s'intéresser donc à l'impact des vulnérabilités informatiques dans un premier temps. Donc c'est que, comme le premier incident dont je vous ai parlé, WannaCry, donc les attaques informatiques, elles peuvent survenir de l'exploitation des vulnérabilités informatiques, et donc on a besoin de connaître ce lien-là et de pouvoir le modéliser et bien le quantifier mathématiquement. Donc le deuxième aspect de ces tests, c'est que comme on a vraiment de l'hétérogénéité dans la contagiosité des attaques, que ce soit parce que les entreprises elles viennent de secteurs différents, qu'elles ont des mesures de réaction et d'hygiène qui sont très différentes, on a besoin de modéliser cette hétérogénéité. Et c'est vraiment le fait que quand une attaque va se propager au sein d'un réseau, elle ne va pas se propager de la même façon. Et donc le deuxième outil qu'on va proposer, c'est vraiment des processus de Hawkes, mais avec des marques pour pouvoir justement modéliser cette hétérogénéité. Et le troisième aspect de cette thèse, c'est heureusement donc les conséquences des attaques, elles peuvent être limitées grâce donc à la réactivité, donc que ce soit des assureurs ou des entreprises de cybersécurité qui, quand il y a une attaque informatique qui arrive, on aimerait vraiment savoir quel est l'impact de ces mesures de réaction et de quantifier cela. Alors, donc, je vais être très rapide du coup sur la présentation des processus de Hawkes. Sébastien vous en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est un processus de comptage comme donc les processus de Poisson. Là, si on enlève cette partie qui concerne la somme des filles de TI, T-TI, qui prend en compte le fait que la contagiosité, enfin de l'impact des événements, donc des attaques informatiques qu'on note ici, TI, sur donc l'intensité qui est la probabilité instantanée d'observer une attaque. Si on enlève donc cette partie-là, on se retrouve avec les processus de Poisson que vous connaissez tous ici. Donc l'avantage ici, c'est donc ce qu'on va faire par rapport du coup donc à ce que j'ai présenté dans la slide d'avant, c'est que donc ici on va rajouter un terme qui dépend des vulnérabilités informatiques et de l'apparition de ces vulnérabilités. Donc on va vraiment chercher à modéliser l'impact, donc le lien qui existe entre les vulnérabilités informatiques qu'on note ici avec des TK-bars, donc les instants d'arrivée des vulnérabilités informatiques qui arrivent aux instants TK-bars. Les attaques ici, c'est des TI, et donc lambda T, c'est l'intensité du processus de Hawkes NT qui modélise donc l'arrivée des attaques informatiques. Donc ici en bas, je vous ai mis donc là ce graphique, vous avez vu tout à l'heure donc l'intensité. Donc la différence ici, c'est que on va avoir un terme qui dépend des vulnérabilités informatiques, donc des TK-bars, qui va venir augmenter l'intensité des attaques informatiques et donc la probabilité d'observer des attaques dans le futur. Donc je vais être très très rapide sur les résultats qu'on a pu donc observer sur cette première étude. Donc, le calibrage de ces modèles-là a été effectué à partir de bases de données publiques. Donc on a utilisé la base de données Hackmageddon pour les attaques informatiques et la base de données donc NVD qui répertorie énormément de vulnérabilités informatiques. Et alors le résultat principal, ça a été de voir qu'en termes d'estimation de degré d'endogénéité du modèle, c'est-à-dire donc le nombre moyen d'attaques qu'une attaque va engendrer, par rapport à un modèle où on va uniquement utiliser juste de la contagiosité interne, c'est-à-dire si on ne prend pas en compte les vulnérabilités informatiques, eh bien on va avoir tendance à surestimer ce degré d'endogénéité et donc finalement à surestimer donc le fait qu'il y a des attaques qui vont être moins contagieuses de ce qu'on considérait avant. Le deuxième donc, chapitre et vraiment composante essentielle de ces tests, c'est vraiment cette notion d'hétérogénéité dans la contagion, des différentes attaques que l'on a. Et du coup, donc, pour quantifier cela, toutes les attaques informatiques ou les vulnérabilités, elles arrivent au même instant avec une information en plus. C'est ce qu'on appelle la marque aléatoire. Donc, au même moment, donc, les TI vont arriver avec de l'information, donc YI, et les TK-bars avec des YK-bars. Cette information supplémentaire, elle n'est pas tout le temps observable, donc ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir comme ça sur les données. On peut, par exemple, sur les vulnérabilités, essayer de voir par rapport à des scores de vulnérabilité pour avoir des informations sur ces YK-bars, mais sur les attaques,
on ne peut pas forcément savoir qu'à l'instant d'arrivée des TI, on va forcément avoir une contagiosité qui va être de temps ou temps. Et donc, l'un des principales contributions de ce deuxième chapitre, c'est de fournir vraiment des outils de calibrage, notamment quand on n'a pas de l'observation quand on n'a pas des informations qui sont observées, comment on fait pour calibrer les modèles et comment on fait pour justement essayer de quantifier tout cela et de quantifier vraiment derrière quelles sont les bonnes méthodes de calibrage et quelles sont les bonnes informations que l'on va communiquer derrière. Troisième composante, c'est vraiment l'impact des mesures de réaction, et c'est toujours avec le même outil mathématique, donc c'est des processus de Hawkes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment rajouté des paramètres pour essayer de modéliser chacune des composantes de réaction possibles. Donc quand on a un incident informatique, on peut à la fois jouer sur le temps de réaction, donc ça va être ici modélisé par ce petit paramètre L. Donc on peut jouer aussi sur le fait qu'il y a des mesures de réaction qui font que les attaques futures qui arrivent, une fois qu'on a patché l'attaque en question, va être moins contagieuse. Donc on arrive quand même à le quantifier dans le modèle. Et donc on peut aussi donc jouer sur l'impact et donc des attaques passées et vraiment comment dans le réseau dans lequel ces attaques se propagent, comment tout cela va s'agencer. Donc pour cela, on a fait vraiment des calculs donc assez donc on va dire, enfin les paramètres ici, c'est vraiment à titre illustratif, c'est de prendre un assureur fictif avec une capacité de réaction limitée et on a fait des calculs fermés pour avoir l'expression de en moyenne combien il va y avoir d'attaques, et forcément donc la moyenne c'est pas tout le temps un indicateur qui est adapté dans ce genre de problématique, mais c'était vraiment le premier outil pour voir quels sont les paramètres optimaux qu'il faut sélectionner de manière à ne pas dépasser cette capacité de réaction de l'assureur, et quels sont les paramètres sur lesquels il faut vraiment mettre le plus de paquets en termes de réactivité. Donc je vous ai mis 2 QR codes, donc je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Ils sont safe. Enfin, vous pouvez utiliser l'outil de Sébastien si vous voulez tester, mais normalement c'est OK. Et merci pour votre attention. Merci. On a une question, 2 minutes. Est-ce qu'il y a une question ? Non, mais c'était particulièrement... Ah, si. Merci beaucoup pour la présentation très intéressante. Est-ce que finalement, tu as réussi à trouver un effet des vulnérabilités sur les attaques informatiques observées ? En fait, est-ce que est-ce que ce paramètre-là a pu être estimé, et quelles en sont les conclusions principales, quoi ? Merci. En fait, ce qu'on a vu sur les données, c'est qu'on arrive à faire le lien entre les vulnérabilités qui ont été exploitées dans le cadre de certaines attaques. Donc, par exemple, sur les bases de données Hackmageddon, on arrive à lier l'attaque en question à la vulnérabilité, donc à l'identifiant de la vulnérabilité qui a servi pour qu'elle soit exploitée. Et donc, du coup, au niveau du modèle, c'est d'associer vraiment différents paramètres, de dire j'ai des paramètres qui sont associés à mon Hawkes interne, donc c'est ce que toi, tu as pu donc explorer pendant ta thèse, et j'ai aussi des paramètres qui sont liés à l'impact des vulnérabilités sur les attaques en question. Donc on arrive à voir le lien entre les vulnérabilités qui ont servi dans les attaques et celles qui finalement, elles vont juste un peu plus augmenter l'intensité, mais sans forcément derrière être exploitées. Merci.